Bonjour à tous. Je vais enchaîner après cette présentation. Donc, je me présente. Isabelle l'a déjà fait succinctement. Donc, je suis Émilie Morand, postdoctorante actuellement à l'Université de Laval et anciennement postdoctorante sur le projet SAVI. Donc, c'est ça que je vais vous présenter. C'est une partie de l'analyse des données que je vais vous présenter aujourd'hui. Et je suis accompagnée d'Olivia Baker. Je te laisse peut-être dire un mot. Oui, c'est ça. Moi, je suis chargée de programme à Fondation Émergence, puis je m'occupe de faire des formations et de créer des outils de sensibilisation et d'information pour les milieux de travail sur les réalités des personnes LGBTQ+, en milieu de travail. Et on est très heureuse de vous présenter aujourd'hui un sujet qui nous tient toutes les deux à cœur, de par le point de vue différent qui est le nôtre, donc moi de chercheur et Olivia de formatrice, sur l'humour au travail, les plaisanteries des collègues de travail pour les personnes LGBTQ. Alors, notre présentation va se faire en plusieurs points. D'abord, on va parler du contexte. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse l'une et l'autre au sujet? Pourquoi le sujet en fait, des blagues et de l'humour au travail s'est imposé à nous? Ensuite, on vous parlera de pourquoi est-ce que c'est une problématique, pourquoi c'est un enjeu qui vaut la peine qu'on s'y penche et quelles sont les opportunités aussi qui peuvent être celles de ce sujet. Moi, je vous présenterai les résultats donc, des données SAVI sur ce sujet. Et puis, Olivia vous présentera les bonnes pratiques. Et on terminera par conclure et en ouvrant évidemment le sujet à la discussion avec vous. Alors, pour commencer, de mon côté, pourquoi je me suis intéressée au sujet? C'est un sujet qui s'est déjà trouvé au cœur de mes recherches lorsque je faisais ma thèse de doctorat en France sur la gestion de l'homosexualité dans le milieu de travail. J'avais pu observer que l'humour était un enjeu pour les personnes LGBTQ, et notamment le fait que lorsque un ou plusieurs membres dans une équipe de travail étaient homosexuels, étaient des personnes homosexuelles, finalement, ça venait perturber en quelque sorte la sociabilité ordinaire qui se créait au travail, entre collègues de travail, et que finalement les personnes LGB, là pour le coup c'était des personnes gays, lesbiennes ou bisexuelles uniquement, se jouaient et déjouaient finalement le thème les plaisanteries des collègues de travail pour se faire accepter et pour finalement ne pas rompre la cohésion du groupe. Je vous donne juste un exemple, j'avais une enquêtée qui m'avait dit moi les phrases du type on n'est pas des PD ici, c'est quelque chose que j'utilise assez fréquemment pour justement contrer une forme d'agressivité que je pouvais avoir de la part de mes collègues, de manière à les faire rire ou sourire, alors que évidemment son lesbianisme était connu de toute l'équipe de travail. Donc là, c'est l'émergence du sujet. Et puis, c'est un sujet que j'ai retrouvé de manière encore plus centrale, peut-être, dans les entrevues SAVI LGBT, où je voyais que c'était un sujet qui revenait de manière assez récurrente, qui était présenté un peu comme périphérique, et puis finalement, qui était assez transversal à l'ensemble des personnes enquêtées dans l'enquête. Je laisse Olivia dire pourquoi c'est aussi un sujet dans son travail. Dans le fond, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu sur le terrain. Dans le fond, la plupart des personnes à qui je parle sur le terrain me disent « Oh non, non, moi, ça va. » Forcément, il y a des blagues, là, mais à part ça, ça va. Puis c'est vraiment le « à part ça, ça va » que je trouve vraiment intéressant. Aussi, ce qu'on voit, c'est donc ça, c'est ce que j'appellerais plutôt dans le cas des micro-agressions, là, qui sont vraiment répétitives et que si on l'entendait une fois dans notre vie, ce serait pas si pire, mais c'est pas une fois, c'est jamais une fois. L'autre problème, c'est aussi au niveau du harcèlement. Donc, on parle de harcèlement psychologique ou sexuel. La Fondation Émergence, on a fait un sondage sur le sujet sur harcèlement sexuel et psychologique des employés LGBTQ+, au Québec. Et ce qui est ressorti, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné une définition du harcèlement psychologique et sexuel. Et ensuite, on a dit, voici des exemples de situations qui peuvent constituer du harcèlement. Est-ce que vous avez déjà été victime de ces situations suivantes? Et parmi les personnes LGBTQ+, près du tiers on dit qu'ils avaient déjà entendu des blagues sur les personnes LGBTQ+. Puis souvent, ce n'est pas forcément sur la personne, mais c'est sur les gays en présence d'une personne qui est gay ou lesbienne ou autre. Et aussi, des fois, des commentaires plus pointés, donc un quart à peu près qui faisait l'objet de moqueries ou de blagues à caractère sexuel. Et le truc que je voulais rajouter aussi, puis je sais qu'Émilie va en reparler plus tard, mais c'est aussi l'intersectionnalité. Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment intéressant dans le sondage qu'on a fait. Je perds mon étiquette. C'est que ce qu'on a vu, en fait, c'est qu'on avait demandé aussi
plusieurs indicateurs d'identité marginalisée. Et ce qu'on a vu, c'est que si les personnes qui avaient plusieurs identités marginalisées étaient plus susceptibles de vivre du harcèlement. Et on avait une question libre aussi dans ce sondage, c'était la première fois qu'on essayait de faire ça. On m'a demandé si vous êtes à l'aise, est-ce que vous pouvez me donner un exemple de quelle forme ça a pris? Et ce qu'on voyait, c'est que souvent, en fait, les personnes qui étaient LGBTQ+, ils se prenaient des commentaires homophobes, mais aussi des commentaires racistes, des commentaires grossophobes, etc. Et que souvent, c'était très lié et que finalement, même par exemple, entre une personne racisée gay puis une personne racisée hétéro, peut-être la personne racisée gay vivait autant, peut-être voire plus de racisme, parce qu'elle était un petit peu, genre, justement, à l'intersection de ces deux identités. Alors, pardon, avant d'entrer un peu plus dans le sujet, je voulais simplement faire un pas de côté pour vous présenter un peu la façon dont l'humour au travail a été traité en sociologie. Je vais être rapide sur cet aspect. Mais en tout cas, voilà, c'est un sujet qui est encore en balbutiant, mais qui existe. Alors, d'abord, les chercheurs l'ont traité comme un terrain de violence. Donc l'humour qui exclut et qui stigmatise, les groupes discriminés ciblés étant les femmes, les personnes racisées, les personnes homosexuelles ou trans. Ils l'ont étudié aussi comme un terrain d'union et de socialisation. Par exemple, dans des études portant sur des groupes professionnels, ils ont montré que finalement les blagues et l'humour étaient là pour constituer le groupe autour de valeurs. Notamment, ça a été le cas de 2 études auxquelles je pense, celle de Valérie Boussard sur la finance, les professionnels dans la finance, et Emmanuel Zolesio sur les chirurgiens et les chirurgiennes. Et l'humour a été aussi étudié comme un terrain de subversion. Donc là, l'humour permettant de déstabiliser les hiérarchies. Ça, c'est un élément qui a été notamment montré par Pascal Apsi, qui a travaillé sur les personnes qui se prostituaient dans les maisons closes en Bolivie, et sur Christelle Avril avec les aides à domicile. Et puis dernière chose, je ne l'ai pas mentionné sur cette slide, mais l'humour s'avère aussi une défense qui peut être assez efficace face à la dangerosité ou la pénibilité de certains métiers. Donc je reviens à notre sujet, en analysant donc les enquêtes, les entrevues de l'enquête Savie LGBT. Comme je vous le disais tout à l'heure, les blagues se sont révélées très fréquentes dans les propos. Alors exactement comme disait Olivia, toujours de côté, donc c'était toujours au travail, ça va à peu près. Bon, il y a toujours les petites blagues. Et puis, si l'enquêteur ou l'enquêtrice interrogeait et approfondissait le sujet, on se rendait compte que c'était quelque chose, un fil qui pouvait s'étirer assez longtemps et qui pouvait finalement donner un sujet très documenté. Et puis, c'était aussi un aspect qui était transversal, c'est-à-dire que ça concernait toute la communauté, que ce soit des lesbiennes, des gays, des personnes trans, etc. Donc, c'était vraiment présent dans tous les entretiens. Et donc, simplement pour vous indiquer, ça a donné lieu à un article qui va être publié. Donc, je vous ai mis la référence au printemps 2023. Alors, par blague, en fait, on entend des propos sexistes, homophobes, transphobes prononcés sur un registre humoristique et dont la riposte peut paraître peu légitime parce que, justement, dit sur le ton de l'humour. Alors pourquoi travailler sur l'humour? Parce qu'il s'agit d'une microagression non couverte par les politiques antidiscrimination conventionnelles, parce qu'il suscite aussi l'ambivalence, puisqu'il pose la légitimité de la riposte, et parce que les réactions et les réponses qu'il va susciter révèlent des arbitrages entre des enjeux de cohésion, je ne veux pas être le rabat-joie de mon équipe, des enjeux relationnels, je ne veux pas me mettre ce collègue ou cette collègue à dos, ou ce supérieur ou cette supérieure, et identitaire, je ne veux pas être affiché comme le gay, la lesbienne ou le trans de service. Et enfin, l'humour est intéressant. Là aussi, comme on l'a vu aussi avec Olivia, il est révélateur des positions sociales de chacun et chacune dans un contexte donné, et en ça en fait aussi un bon objet d'analyse, notamment pour les positions d'intersectionnalité. Alors je passe maintenant aux résultats donc, de l'enquête Savie. C'est comment est-ce que le sujet s'est retrouvé dans les entrevues de l'enquête Savie. Je me suis demandé d'abord quels étaient les effets que produisaient les blagues et l'humour dans le monde du travail pour les personnes LGBTQ. Et le premier effet, c'est qu'il incite finalement à l'inhibition, à renoncer à faire son coming out, à renoncer à exprimer son orientation sexuelle ou son identité de genre vis-à-vis de ses collègues de travail. Donc ça, c'est le premier extrait d'entretien, ce qu'on voit chez Justin, qui est un jeune homme de 23 ans. Pourquoi je n'en ai pas parlé à mes collègues? Parce que c'était vraiment des gens arriérés, ils n'avaient pas cette mentalité-là. Ils faisaient souvent des jokes sur ça, donc je ne me sentais pas à l'aise de parler de moi. Donc ça, c'est le premier effet. Et puis de manière peut-être un peu plus insidieux,
On voit aussi que les blagues ont le pouvoir de faire revivre des situations douloureuses, voire traumatiques, de la trajectoire des personnes, comme on peut le voir dans le deuxième extrait d'entretien. Donc je le lis. En embarquant dans l'auto, donc il étant son collègue, il embarquait comme passager avec un grand sourire. Alors comme ça, t'es tapette? Je me rappelle même pas, je suis tellement restée figée que je me rappelle même pas ce que j'ai dit. Même à ce jour, c'est quelque chose qu'on dirait que j'ai oublié. La boule, toute la crainte, le stress, l'angoisse, c'est tout revenu comme paf d'une shot. Le sentiment que je sentais au secondaire face à l'intimidation et tout ça, c'était vraiment le même feeling. À ce moment-là, ça faisait 5 ans que je n'étais plus au secondaire. Pendant toutes ces années-là, ça avait été correct. J'avais pas eu de propos directs comme ça. Et là, ça a été un bon retour en arrière. Alors maintenant, comment est-ce que on réagit à ces blagues? D'abord, ce qu'on peut constater, c'est que la charge émotionnelle, elle vient justement de l'écart qu'il y a entre l'intention et l'effet que ça produit, comme on a pu le voir sur la slide précédente. Et donc, ça va engager un travail émotionnel pour savoir comment répondre à ces plaisanteries et à ces blagues. Donc j'ai pu identifier 3 types de réactions. Ça ne veut pas dire que c'est les seules, mais c'est justement celles qui engagent le plus ce travail sur soi. La première, c'est la riposte. Donc là, il s'agit finalement de retourner le rapport de domination à son avantage. C'est ce qu'a fait Thomas, dont je vous lis l'extrait d'entretien. Il y en a un, à un moment donné, j'arrive pour le changement d'équipe, puis j'arrive en dernier, il y en a un qui me dit « il faut que je précise donc que sa femme travaillait dans une banque avec un gay, et le gay, il racontait tout. Il venait d'apprendre top et bottom. Il me regarde et il me dit « toi, es-tu top ou bottom ?» devant tout le monde. Tout le monde demandait la réponse. Et ma réponse, je dis « Viens avec moi, je m'en vais dans les vestiaires, je vais te montrer. » Tout le monde est parti à rire, sauf le gars. Donc on voit la manière dont il a réussi à retourner les choses pour que ça soit finalement que le collectif soit de son côté et pas du côté de l'autre collègue. Il y a un autre exemple, c'est celui de Maria, qui est une femme trans. Tout d'un coup, il travaillait, donc elle a des employés assez... Enfin, elle dirige une équipe. Il travaillait pour une femme trans. Travailler pour une femme, déjà, ça aurait été dur pour eux autres. Il y en a un qui a dit « Ouais, ça nous prendrait des doigts de fifi parce que c'est trop petit, ça. » Bon, en parlant de quelque chose, je ne sais plus exactement, mais c'était un truc mécanique. Je l'ai regardé, j'ai dit « Moi, j'ai des petits doigts, ce n'est pas des doigts de fifi. Je suis une femme trans, mais j'ai des petits doigts et je vais y aller. » Toutes ces remarques-là, je les ai revirées de bord, ce qui faisait que les gens se sont dit « On ne sait pas quoi faire avec, on essaie de la faire fâcher, on n'y arrive pas. » Alors, ils ont arrêté. Donc ça, c'est le premier type de réaction. Le deuxième, c'est d'établir une frontière entre acceptable et non acceptable. Finalement, c'est une autre manière de concilier respect de soi, de son identité et maintenir la cohésion d'équipe. C'est donc de choisir qu'est-ce que je vais accepter, qu'est-ce que je ne vais pas accepter. Donc je ne vais pas forcément lire les 2 extraits parce que je vais prendre un peu trop de temps, mais le premier, c'est finalement, tant que je vais rire avec la personne, alors ça va. Si j'arrête de rire et que je le montre et que la personne continue à faire de l'humour, alors là, ça va plus, c'est plus acceptable. Une autre manière de conciliation, oui, c'est d'établir qu'à partir du moment où ça vise une catégorie, mais que c'est pas personnel, alors c'est acceptable. Si ça devient personnel, ça ne l'est plus. Et puis il y a d'autres critères, mais voilà, c'est les 2 que je voulais présenter. Et le dernier, c'est de clairement changer sa définition de la situation. C'est-à-dire que même quand les blagues apparaissent clairement offensantes, on va finalement se convaincre. Alors c'est souvent le cas quand on est dans un milieu de travail où les blagues sont constantes et reviennent sans arrêt et que finalement on peut s'en offusquer, c'est vraiment se mettre dans une position compliquée et conflictuelle au travail. Alors on va finir par s'auto-convaincre que c'est pas grave, comme Laura le dit, son coiffeur est la cible de moquerie, mais les collègues l'aiment bien quand même, donc finalement ça va. Ou alors le deuxième, Jean-Marc, qui de son côté semble faire l'effort de rire avec ses collègues des blagues un peu connes et un peu salaces, qui visent sa communauté en disant « oui, mais de toute façon, j'ai quand même ma place ». Dernier, avant de passer de nouveau la parole à Olivia, dernier résultat, je voulais faire un zoom sur une situation particulière, c'est celle des lesbiennes qui travaillent dans des milieux de travail masculins et qui finalement vont se retrouver dans une position assez ambiguë. Alors je vous lis l'extrait d'entretien. « Il y a beaucoup de blagues comme misogynes ou de violences conjugales. Ils font des blagues sur le fait qu'ils battent leurs femmes. C'est vraiment difficile à entendre. Comme je suis lesbienne aussi, ils ne me considèrent pas comme une femme, au contraire, comme une des leurs. C'est un peu à double tranchant.
dans le sens qu'ils ne vont pas parler contre moi directement, mais ils parlent des autres femmes comme si j'étais pas une femme. Ils essaient d'avoir de la connivence avec moi là-dedans. Et ça, c'est quelque chose qu'on a retrouvé beaucoup justement dans les milieux de travail particulièrement masculins. C'est finalement ce choix qu'on a entre faire partie du groupe et de l'entre-soi masculin, mais au prix de devenir complice du sexisme de ses collègues, ou alors d'être exclu du groupe parce que femme. Et ce qui était intéressant là, c'est que ça révélait vraiment l'asymétrie de genre, donc les lesbiennes étant dans cette double asymétrie femmes et lesbiennes, enfin, voilà. Et que ça me semblait intéressant aussi, et je pense qu'Olivia a aussi des exemples là-dessus, de voir comment est-ce que ça peut aussi être le cas pour des hommes trans qui se retrouvent aussi dans la même situation de faire partie du groupe. Ok, je suis acceptée en tant qu'un homme, mais en même temps, j'ai pas envie de me retrouver forcément complice du sexisme de mes collègues. Voilà. Et Olivia va nous parler maintenant des bonnes pratiques. Au niveau des bonnes pratiques, je commencerai par, au niveau de créer des milieux plus inclusifs. Puis d'ailleurs, c'est ce que j'ai vu sur le panneau de l'étude Sa vie, c'était pas mal ce qui était résumé là-bas. Donc avoir des politiques plus précises, parce qu'avoir des politiques contre le harcèlement, c'est bien. Mais si on ne définit pas c'est quoi le harcèlement, si on ne dit pas que dans le harcèlement, on comprend les blagues homophobes, les blagues transphobe, etc., ben, ça ne va pas aussi loin qu'on voudrait. Fait qu'être vraiment explicite, on peut mettre des vidéos, on peut mettre des définitions, on peut mettre des exemples pour vraiment mieux expliquer ce qu'est le harcèlement, parce que ce qu'on constate aussi, c'est que les gens ne considèrent pas que c'est du harcèlement, c'est juste des blagues, fait qu'ils n'osent pas se prendre. Aussi, former des alliés, puis ça c'était aussi sur le panneau, je suis assez d'accord. Je suis formatrice, fait que je prêche un peu pour ma paroisse, là, mais comme la formation c'est vraiment important. Puis je le vois quand j'ai accompagné des transitions de personnes, d'employés trans, d'avoir l'équipe qui est formée avant une annonce de transition, par exemple, ça fait vraiment la différence, parce que du coup les collègues sont équipés, parce que moi je leur ai déjà dit, c'est quoi une personne trans, c'est quoi une transition, c'est quoi qu'on peut dire, c'est quoi qu'on peut pas dire. Et ça pose un petit peu des bases un petit peu plus saines pour la collaboration après. Ensuite, reconnaître le problème, dans le fond, comprendre c'est quoi le problème avec ces blagues-là et c'est quoi les mécanismes des blagues problématiques finalement envers les personnes LGBTQ+. Le premier, c'est l'hypersexualisation. Puis là, on voit c'est quelque chose qui touche beaucoup les communautés LGBTQ+, de façon générale. On le sait, lesbienne, c'est la catégorie de pornographie la plus recherchée, alors que ce n'est pas forcément la démographie la plus élevée dans la population. Puis dans le fond, cette hypersexualisation, ça va se retrouver dans des blagues où on va penser que justement les gays sont des obsédés sexuels. Fait qu'il va y avoir beaucoup de blagues là-dessus et sur la vie justement sexuelle des gens. Et l'autre chose aussi dont on va se moquer, c'est l'expression de genre non normative. Donc on va se moquer de la masculinité perçue chez les femmes trans et chez les femmes lesbiennes, et on va se moquer de la féminité perçue chez les hommes gays et chez les hommes trans. Donc par exemple, dans les témoignages de harcèlement dont on m'a fait part, il y avait par exemple un homme gay qui disait que ses collègues imitaient ses manières, sa façon de parler, qui lui avait donné par exemple un surnom, prénom féminin. Donc, par exemple, à la place de Paul, Paulette, donc pour se moquer de sa féminité perçue, et au contraire, des femmes trans qu'on va imiter en prenant une voix plus grave ou en mimant une carrure plus large aussi pour se moquer de la masculinité perçue. Et enfin, la troisième chose que je veux dire, c'est par rapport aux réactions. Donc pour réagir, je vais vous parler de 3 méthodes. Il y en a des plus productives, d'autres des plus satisfaisantes, fait que ça dépend un petit peu de votre contexte. La première, ce que je dirais, c'est la plus facile, c'est la communication non verbale. Parce que ce qu'on m'a beaucoup dit, c'est oui, mais moi quand je suis en réunion avec mon directeur, si mon directeur il fait une blague, je vais pas prendre la parole, c'est juste pas réaliste. OK, mais il faut quand même réagir. Fait, comment est-ce qu'on réagit dans ce cas-là? Avec la communication non verbale, ça peut en fait juste faire attention à notre non verbal. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai été, notamment parce que je suis socialisée en tant que femme, on m'a appris que quand je suis gênée, je souris. Fait que du coup, j'ai tendance à sourire quand je suis nerveuse ou quand je suis gênée. Sauf que quand il y a une blague problématique, mon réflexe non verbal, ça va être de sourire. Donc d'essayer de contrôler un petit peu son non verbal dans cette situation pour montrer que non, on ne trouve pas ça drôle. Puis je peux vous assurer que si vous regardez la personne droit dans les yeux sans rigoler, ça va probablement la mettre vraiment mal à l'aise. Sinon, plus discret, ça peut être de lever les yeux au ciel, soupirer. Même j'ai entendu des gens qui disaient, sans forcément parler, je dirais juste un « là, franchement ». Ça peut aussi un petit peu sur le verbal.
La deuxième façon, c'est la méthode passive-agressive qui reprend un petit peu la riposte dont parlait Émilie. Donc on va retourner la situation sur sa tête, on va faire un peu du jujitsu verbal pour prendre la force de l'agresseur contre lui. Donc par exemple, un des exemples que je prenais, c'était une situation où il y avait une blague, c'était la rénovation des bureaux, et il disait on pourra demander à Raoul pour faire la déco, il doit s'y connaître lui. Alors remarque, je veux pas qu'il nous peigne tout en rose. Puis là, dans ce cas-là, ça serait plusieurs techniques que vous pouvez appliquer. Première chose, faire semblant de ne pas avoir entendu. Demander à quelqu'un de répéter sa blague, c'est extrêmement malaisant pour cette personne-là. Si elle ose, vous pouvez aussi faire semblant de ne pas comprendre. Ça aussi, c'est demander à quelqu'un d'expliquer sa blague, c'est encore pire. Fait que, par exemple, vous pouvez dire ah bon, mais Raoul, il a un background en design, j'étais pas au courant. Ah non, tu dis ça parce qu'il est gay. Puis là, vous laissez un gros silence. Généralement, cette personne ne fera plus ce genre de blague-là. Après, c'est ça dépend de votre dynamique avec la personne. C'est peut-être plus pour les soupers de Noël. Il y a Noël qui arrive, fait qu'avec les mononcles qui font ces blagues de même, ça, c'est une technique que vous pouvez faire, mais peut-être pas avec votre directeur. À vous de voir. Et la troisième technique, c'est la communication non violente. Personnellement, je trouve que c'est la plus productive, même si ce n'est pas forcément la plus satisfaisante. C'est donc dénoncer les faits sans accuser la personne, parce qu'on le sait, dès qu'on commence à sortir des mots comme homophobe ou transphobe, la personne va se mettre sur la défensive. À la limite, elle va nous lister le nombre d'amis gays qu'elle a pour prouver qu'elle n'est pas homophobe, mais ça ne va pas aller plus loin. Donc plutôt, on va essayer de... donc par exemple, tu sais, la blague que tu as faite ce midi, sans dire sur qui, que c'était homophobe ou quoi, juste la blague. Il va savoir c'était quoi comme blague. Ensuite, on parle de l'impact que ça a sur nous. On ne met pas la lumière sur la personne qui était présente, parce que même s'il n'y a pas de personne LGBTQ+, c'est pertinent d'en parler. Ensuite, on va demander un changement. Fait que, tu sais, la blague que tu as fait ce midi, ça m'a mis mal à l'aise. J'aimerais ça que tu évites ce genre de commentaires à l'avenir. Voilà, et donc, puisqu'il faut conclure vraiment, on m'a fait des signes assez clairs. Simplement, ce qui me semble vraiment intéressant, c'est qu'on a vu les enjeux de l'humour au travail. Alors, ce qui me semble essentiel, c'est pourquoi est-ce c'est essentiel de se pencher dessus, parce que comme on l'a vu, c'est particulièrement efficace, parce que justement, la légitimité de la riposte n'est pas évidente, donc ça en fait vraiment des armes qui sont invisibles, donc particulièrement efficaces. Et pour le côté plus opportunité, comme Olivia aussi le disait, ce qui est intéressant, c'est que finalement, avec le rire, avec l'humour, tout le monde est impliqué. Ça marque la position, on se positionne tous, et donc ça fait aussi un outil assez efficace pour les alliés, pour montrer qu'on ne rit pas avec ses collègues sur des blagues homophobes, sexistes, etc. Et dernière chose, comme on l'a vu aussi, c'est révélateur des différentes positions d'intersectionnalité, donc ça en fait aussi un outil particulièrement intéressant aussi pour la recherche, pour pouvoir voir quelles sont les façons dont les violences se croisent. Voilà, on termine là-dessus. Merci beaucoup.